Bonjour à tous, merci d'être venus, merci aux étudiants d'être à l'heure, même si c'est plus que normal. Euh, Troisième masterclass du programme Pionnier, pour les personnes qui ne connaissent pas encore le programme Pionnier. Donc c'est un... Attendez. Personne ne vous voit, pas de souci. Donc je rappelle juste le programme Pionnier. Pionnier, c'est un programme d'open innovation où 11 entreprises ont déposé des problématiques à des équipes pluridisciplinaires d'étudiants. Alors c'est une semaine un peu particulière, c'est une semaine qui est concentrée sur la partie data IA. Et pour ce faire, en fait, les équipes pluridisciplinaires, donc un ingénieur, un designer et un étudiant de l'école de commerce, sont boostés par des étudiants venus du Liban, venus Colombie, Mexique, Espagne, spécialisés dans la data IA et qui ont suivi un an de formation et donc du coup qui vont twister chaque programme sur cette partie-là. Enfin, chaque équipe en tout cas sur cette partie-là. Donc ça renforce le côté pluridisciplinaire et pluriculturel. Voilà, donc merci à Laurent Pierre en tout cas d'être venu, de participer à ce programme. Laurent Pierre, directeur d'innovation et de la communication chez Unitech et qui nous fait la joie et le plaisir en tout cas de participer au programme, de venir de Bordeaux pour nous transmettre tout son savoir. J'espère, on verra à la fin. Merci pour l'invitation. Alors, ravi d'être là. Donc, pour vous parler de ce sujet, intelligence artificielle, usage et enjeux. Alors, survoler ça en à peu près 1 heure parce que le sujet est vaste. Alors, 2 mots. Unitech, c'est un des principaux incubateurs de start-up sur la région. On arrive au dernier chiffre, on est à 672 start-up accompagnées sur numérique, sciences de l'ingénieur, santé, etc. Bon, si vous avez des questions après, je pourrais détailler ça. Et moi, je suis directeur de la communication et de la prospective chez Unitech. Voilà, bon, on a un site avec toutes les informations. Alors, ce que je vais faire tous les ans avec mon camarade et collègue Alexandre Bertin, qui est lui responsable de la veille, qui sort une note de veille maintenant tous les 2 mois. Tout ça est disponible sur le site. Vous avez tout un tas de notes de veille qui vous tiennent au courant de l'actualité de l'innovation. Tous les ans, on fait une conférence qui s'appelle Les Signaux et qui est la conférence sur les tendances de l'innovation. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à moyen, court terme dans le domaine de l'innovation. Donc là, ce que je vais faire, c'est j'ai repris des morceaux parce que, alors ça fait maintenant 15 ans qu'on fait ça, je vais reprendre des morceaux d'anciens signaux parce que c'est pas tout nouveau, l'intelligence artificielle, on va voir ça loin de là, et puis on va remonter, voir ce qu'on disait jusqu'à l'année dernière où on a fait vraiment un gros sujet, puis je finirai par ce qu'il y a eu de neuf sur vraiment ces derniers moments. Alors, ce n'est pas tout nouveau, puisque ça a été à peu près conceptualisé en 1967 par ce chercheur, Marvin Minsky, dit le père de l'intelligence artificielle, et qui déjà, en 67, disait dans 3 à 8 ans, nous aurons une machine aussi intelligente qu'un humain dans la moyenne. Bon, donc d'entrée, c'est un mec, c'est un bon génie, mais on voit aussi que tout génie et spécialiste du sujet qu'il était, il s'est un petit peu planté sur le timing de ce qui allait arriver. Donc ça donne déjà un indicateur quand on vous dit que demain c'est Skynet, Terminator, l'humain va être remplacé par l'IA et les machines. Bon, il faut mettre un peu de pondération sur ces sujets-là. En 2018, on avait abordé ce sujet de l'intelligence artificielle et de la data, donc un peu le sujet dans lequel vous êtes. À cette époque-là, on ne parlait pas d'intelligence d'IA générative, qui est le gros sujet depuis à peu près 18 mois. On y reviendra. Mais déjà à l'époque, c'était un moment où l'intelligence artificielle et la data, c'était vraiment 2 choses totalement liées, le moteur et le carburant, pour aller un premier niveau de développement. Alors j'ai fait un raccourci de 67 à 2018. Alors quel grand chiffre avec un raccourci ultra vulgarisé que n'importe quel chercheur en IA me jetterait des cailloux. Dans les années 80, le développement de l'intelligence artificielle, c'était beaucoup de règles de décision. Donc des choses comme c'est grand,
non, c'est mangeable, oui, alors c'est une orange. C'était le principe ça s'appelait aussi des systèmes experts pour de l'aide à la décision. Dans les années 90, on a changé, on est passé sur du machine learning, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et là, ce n'était plus des règles aussi basiques, c'était des règles de décision à partir d'observations. On a commencé à faire ingurgiter à des algorithmes énormément de données, de photos dans ce cas-là, pour qu'après, ils puissent, avec des règles, faire la différence entre ça, c'est une photo d'une orange, et ça, c'est la photo d'une voiture. Dans les années 2000, on a rajouté la notion de bruit dans les observations. Une orange, on arrivait à la reconnaître, mais si c'est une orange coupée ou un quartier d'orange, voilà, c'est ce qui s'appelle du statistical learning. Et puis dans les années 2000, on est arrivé au deep learning, où là, on est vraiment sur le sujet maintenant. C'est-à-dire que le principe, c'était beaucoup d'observations avec des règles beaucoup plus simples. C'est-à-dire que pour modéliser une orange, on va donner quelques règles qui allaient permettre, avec énormément d'apprentissage, c'est pas magique, hein, l'intelligence artificielle, c'est beaucoup de données qu'on a fait ingurgiter à la machine en lui disant ce que tu vois là c'est une orange, ce que tu vois ici c'est pas une orange. Et donc il y a un apprentissage qui va, avec des règles simples et une masse d'informations, va faire que les algorithmes vont être capables de reconnaître orange, pas orange. Alors derrière, c'est la quantité et la qualification des données. Donc il faut beaucoup de données parce qu'une orange, elle n'est pas toujours encore une orange. Chez à peu près rond et orange, c'est simple. Mais quand vous prenez entre est-ce que c'est un chaton, un lion ou les deux, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir énormément faire ingurgiter de données à la machine. Donc pour faire la différence entre les deux photos que vous voyez, et plus difficile quand vous avez un truc comme ça. Est-ce que c'est un chaton ou est-ce que c'est un lion? Donc en 2018, ce qu'on disait, c'est que les données manquaient plus que la puissance de calcul. En fait, on est arrivé dans ces années-là à une puissance de calcul qui a permis le développement de l'intelligence artificielle qui est basée sur vraiment du calcul massif permettant d'ingurgiter énormément de données et ensuite de retraiter ça. Donc à l'époque, ce qu'on disait, c'est que c'était les données qualifiées. Quand on dit les données, c'est des données qualifiées avec des tas de photos où on dit ça c'est un chat, ça c'est un lion, etc., dont il y avait besoin. On oublie souvent que sur cette phase-là, il y a énormément de ce qu'on appelle des travailleurs du clic, des gens dans des pays plutôt très mal payés qui vont avoir des stocks d'images et vont cliquer sur ça c'est un lion, ça c'est un chaton, ça c'est un lion, ou tout ce que vous pouvez imaginer. Alors derrière, les usages déjà vers 2018 commençaient à arriver massivement. Et à l'époque, l'université de Stanford a été une des premières à faire ingurgiter à une IA 130 000 photos de tumeurs, donc des grains de beauté, faire la différence entre c'est une tumeur cancéreuse ou c'est un grain de beauté. Et l'IA faisait aussi bien que le médecin spécialiste. Ce qui est intéressant, ça c'était sur une autre étude à Harvard, c'est que le taux d'erreur chez un médecin était de 3,5%, en machine learning, donc avec une IA de 2,9%. Bon, c'est à peu près pareil, sauf si vous êtes dans les 0,6 de différence. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand vous couplez le médecin plus l'IA, le taux d'erreur tombe à 0,5%. Et donc ça donnait déjà quand même une bonne ligne de comment allait fonctionner l'IA. Ça n'allait pas remplacer le médecin spécialiste en cancéro, mais ça allait être un outil au service du médecin. Et ce qu'on voit aujourd'hui, sur des usages pointus, on est beaucoup sur un travail, sur un outil complémentaire que sur un remplacement. Bon, pas que ça, mais on y reviendra. Alors, à cette époque aussi, Jean-Gabriel Ganassia, qui est un philosophe des sciences et un informaticien. Donc il a la double casquette, et c'est intéressant, parce que quand il parle d'IA, il sait de quoi il parle, il en programme. Il nous disait dans ce bouquin, Le mythe de la singularité, faut-il craindre l'intelligence artificielle? Il rappelait ce que disait Stephen Hopkins, un des génies du siècle dernier, qui a travaillé sur les trous noirs. Il disait « Je pense que le développement d'une IA complète pourrait mettre fin à l'humanité ». Alors lui, Ganassia, il dit que cet argument d'autorité,
ce biais d'autorité, c'est pas parce que Stephen Hawking c'est un des plus grands génies d'astrophysique, il est super badass sur les trous noirs, mais en IA, bon, ok, il donne son avis, on peut l'écouter, mais il dit que l'argument d'autorité et la course à la notoriété conduisent au catastrophisme ou à l'évangélisation de l'IA. C'est-à-dire qu'il y a deux courants depuis ce moment-là, qui est ça va être la fin du monde, ou alors c'est génial, regardez tout ce qu'on va pouvoir faire. Et souvent la vérité entre les deux. Et il précisait, les grandes sociétés de l'Internet ont un agenda politique et racontent un mythe, une histoire qui nous fait peur et obscurcit les vrais dangers. Et pour lui, les vrais dangers, c'est que nos données, elles vont être largement pillées au service de l'apprentissage de l'IA. Mais il vaut mieux faire peur avec ce risque-là. Et ce qu'il disait à ce moment-là, pensez à ce que dit Sam Altman, le patron de ChatGPT. Il développe ChatGPT, mais à la fois, il nous dit « Waouh, ça peut être super dangereux ». Bon, on reprend ce discours de « ça fait peur », histoire de ne pas trop regarder qu'est-ce que vont devenir nos données dans ChatGPT. Alors, en 2023, donc l'année dernière, on est à peu près 9 mois, ou à peu près, dans les signaux, on a fait un gros focus sur l'intelligence artificielle générative. Bonjour à tous. Pardon, je reviens, c'est un peu plus tard. Là, l'intelligence artificielle jusque-là, c'était une masse de données permettant à un logiciel, à un algorithme, de faire des déductions. Par exemple, on a vu sur grain de beauté ou tumeur. L'intelligence générative, l'IA générative, ça va permettre de créer du contenu en plus. Et pas seulement de donner une réponse, c'est cancéreux ou ça reste, où il n'y a pas de souci, mais c'est ce que vous avez dû normalement pratiquement tous tester dans ChatGPT. Ça peut vous créer des images, des textes, de la musique, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est depuis un moment dans les labos, mais que OpenAI a mis sur le marché il y a maintenant à peu près 18 mois et qui a redonné un énorme boost sur l'intelligence générative. Alors, on avait commencé la conférence l'année dernière avec quelque chose qui ressemble à ça. Merci d'être présent à cette 15e édition des Signaux. Nous sommes 2 intelligences artificielles et nous avons écrit la conférence et généré nos vidéos. Commençons donc. Bon, alors, il y a une petite blagounette, on disait que nous, on n'allait pas être remplacés tout de suite, mais derrière, c'est un exemple de site parmi des quantités qui vont vous permettre de taper un texte et puis avoir un avatar qui n'a rien de réel, hein, c'est créé aussi par une IA, qui fait bouger les lèvres en fonction de ce que vous lui faites raconter, dans la langue que vous avez choisie. Et aujourd'hui, on verra d'autres exemples. Il y a des quantités d'outils assez impressionnants. Alors, en 2018, quand on parlait d'intelligence artificielle, on a vu apparaître des choses comme ça, où au lieu de modéliser en 3D un personnage, donc avec un infographiste 3D qui allait saisir ces données, on avait déjà des premiers outils qui allaient permettre de filmer la personne et puis de la modéliser. Il suffisait de se tourner. Ça, c'était en 2018. 5 ans plus tard, on est passé à ça. C'est-à-dire que ça, c'est un exemple où le personnage, il a une figurine en plastique, en caoutchouc, qui tient dans sa main. Il prend 4 logiciels que vous avez cités, qui sont cités dans son tweet. Il va le prendre en photo avec son smartphone sur quelques devant, derrière, sur le côté, pointer du doigt ou de la souris où ses articulations se plient, les genoux, les coudes, etc. Et automatiquement, ça fait la petite animation que vous avez vue sans connaître quoi que ce soit à l'animation 3D. Alors ça va plus loin puisque Wonder Dynamics a sorti en bêta test, c'est en train de sortir. Là, vous prenez une vidéo, vous l'associez à un personnage de synthèse, dessin animé, image de synthèse, et automatiquement il va remplacer l'un par l'autre. Alors vous allez voir ce que ça donne. On reprend le gars qui sort du bâtiment, de l'église, et automatiquement la personne est remplacée par l'intégration, avant-après, et il n'y a rien à faire.
le film, vous avez la partie 3D et ça va remplacer. Donc ça gère les mouvements, ça gère l'éclairage, ça gère les mouvements de caméra et ça gère directement, ça reprend les mouvements de la face de la personne qui est filmée et ça va le plaquer sur la partie animation. Donc là aussi, pas besoin d'être spécialiste en infographie, il faut quand même avoir créé le personnage au départ, mais ça va plaquer ça directement. Donc là, on est dans de l'IA générative, puisque ça va générer un contenu vidéo dans ce cas-là, beaucoup plus facilement qu'avant. Alors là, c'est l'exemple, c'est un graphiste américain qui s'est dit, tiens, je veux voir, effectivement, il était bêta-testeur. Donc, il a amené sa femme au bord de la plage, il lui a dit, vas-y, bouge ton corps, je filme. Et puis, vous voyez en haut, il a repris l'application, il a ajouté un fond genre SF avec des vaisseaux qui passaient, et puis il a remplacé par un robot. Alors, vous voyez sur les premières versions, alors évidemment, derrière, vous avez en tête tout ce qui est deepfake, on ne sait pas qu'est-ce qui est la réalité ou pas. Là, au début, vous voyez sur les contours, comme le robot il est hyper filiforme, on voit un petit flou pour masquer le bras, par exemple, de sa femme, et ça fait un espèce de petit flouté avec le... Donc là, ça se voyait encore. Mais c'était il y a 18 mois. Donc aujourd'hui, il y a plein de choses qui passent sur les réseaux. Et puis, alors on avait parlé de Boston Dynamics, c'est la société américaine qui fait tous les robots humanoïdes ou chiens avec des mouvements absolument démentiels, l'approche d'un Terminator, en ayant en tête qu'ils ont une autonomie électrique d'à peu près 10 minutes. Donc, le jour des soulèvements des machines, vous vous planquez 10 minutes et puis après, vous pouvez sortir, ça sera plus tranquille. Et Wonder Dynamics, c'est la vidéo qu'on a vue, eux font de l'intégration vidéo. Donc ça donne ça, quelqu'un qui fait du parcours. Et est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est une vraie personne qui le fait et où on a incrusté un faux robot en image? C'est extrêmement difficile à dire aujourd'hui. Là, c'est du Wonder Dynamics, c'est de l'incrustation sur une vraie personne d'une image de robot. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus du tout de flou entre le bras de la personne et le fond, comme tout à l'heure. Gen 1. Alors derrière, ça continue à se développer. Il y a plein de choses au niveau créa qui sont du texte à la vidéo. Là, par exemple, j'ai une image de quelqu'un qui marche sur la neige. Je lui envoie une photo de la Lune et automatiquement, il va transformer le gars qui marche sur la Lune sur je sais plus où il était, la plage, avec quelqu'un qui marche sur la Lune. Vous prenez une image ou une vidéo de départ, vous lui injectez ici une image et il va vous convertir avec la vidéo de départ, il va la convertir dans le style de ce que vous lui avez passé. Donc ça permet de gérer les masques. Par exemple, là, il repère le chien, vous le transformez en dalmatien, etc. L'année dernière, au mois de mai, il y a énormément de technos qui sont arrivés. Là, tout ce qu'on a vu, c'est sorti il y a donc moins d'un an. C'était que des données du mois de mai. Là, c'était au mois de mai 2022. C'est NVIDIA qui fait des cartes vidéo pour de la création vidéo, qui a sorti une autre technologie qui est basée sur de l'IA générative, qui s'appelle le Neural Radiance Field, où le principe, vous l'avez en démo grâce à une de leurs salariés qui est ravie de faire cette démo, où le principe est assez simple. C'est vous allez prendre, là je crois qu'elle prend 3 photos de la personne, et vous allez voir, c'est même pas des photos où on lui tourne autour, il y a juste 4 photos, pardon. Et avec ces 4 photos fixes, ça va recréer la personne en 3D. Voilà, c'est une image de synthèse de la personne uniquement à partir de 4 photos. Donc ça, c'était en mai 2022. Un an plus tard, ils ont évolué en ça. C'est-à-dire que là, c'est un parcours dans une maison où ils ont pris...
Alors c'est juste un petit extrait, hein. C'est une maison sur 2 étages avec un extérieur. Ils ont pris 100 photos, donc avec un téléphone, ils ont pris photo ici, photo ici. Pas de la vidéo, hein, c'est que des photos. Ils ont passé ça à l'algo et ça le transforme en cette vidéo. Alors là, c'est une vidéo, mais vous avez la version où vous pouvez vous déplacer, vous arrêter, zoomer dans la cuisine, voilà, vous déplacer. Ça a entièrement recréé l'espace en 3D à partir uniquement de photos. Donc, vous imaginez pour de la visite immobilière, par exemple, il n'y a plus besoin d'avoir du gros matériel, il suffit de prendre juste des photos et ça va recréer ça. Ça marche avec de la photo au départ, mais ça marche aussi avec un extrait vidéo. Là, pour de la visite de musée, autre exemple, où là, c'est une personne qui a simplement filmé sur cette stèle, il a fait le tour rapidement. La vidéo de départ, elle fait 7 secondes. En fait, la personne, elle fait le tour, et ensuite, vous donnez ça à l'algorithme qui va vous recréer cet environnement, et vous allez pouvoir vous balader à l'intérieur. Donc là aussi, quand vous avez en tête les coûts de création de visites virtuelles dans des musées, par exemple, bah là, il suffit d'avoir une bête visite avec un smartphone. La qualité sera peut-être moins bonne, mais vous avez une balade en totale liberté dans l'espace. Alors bien évidemment, ça pose énormément de questions. On va en parcourir pas mal. La première, c'est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. La deuxième, c'est vous êtes photographe alimentaire ou votre métier. Alors le photographe alimentaire, il est sur la gauche. C'est faire un jeté de salade ou de burger qui s'enflamme et prendre des photos relativement complexes. Métier très technique. Et de l'autre côté, c'est une IA générative à laquelle vous avez dit fais-moi un burger qui explose avec de la salade, des oignons qui sont en train de voler, et il va vous générer à peu près la même photo. Donc là, impact fort sur certains métiers. Donc, comme je le disais au départ, ce qu'on a vu avant l'IA générative, c'est l'IA classique qui reconnaît des modèles dans des données existantes. Je trouve qu'est-ce qu'est un chat, qu'est-ce qu'est une orange. L'IA générative, elle va être capable de créer des nouveaux contenus, nouvelles images, nouveaux textes. Alors, nouveaux contenus entre guillemets, parce que c'est pas de la magie, c'est ni plus ni moins qu'une machine statistique, un logiciel statistique. Là, dans l'exemple de texte que vous avez sur la première ligne, au moment où elle écrit tout, le mot suivant, elle n'a aucune notion du sens, déjà de la phrase qu'elle a écrite. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle va écrire après. C'est purement du traitement statistique qui fait que, en fonction de la question que vous lui avez posée, en fonction de tout ce qu'elle a emmagasiné comme données, statistiquement, le mot qui suit, le plus pertinent, ça va être le mot learn, et ainsi de suite. Donc ça a beau être hyper bluffant, l'IA génératrice n'a aucun sens de ce qu'elle raconte. Donc ça, c'est le truc à ne pas oublier. On a mis une petite photo. ELISA, c'est un des premiers systèmes dans les années, j'ai oublié, 70, 80, je dirais 70, qui était un faux psy. C'est-à-dire quelqu'un à qui vous posiez des questions et la machine allait analyser vos réponses. Donc là, c'était de l'analyse sémantique de vos phrases et essayer et vous répondre. Et le jeu, c'était de savoir, est-ce qu'elle découvre qu'il y ait une conversation un peu intelligente entre guillemets. Donc en fait, ça, ce que ça pose, c'est que l'être humain a du mal à ne pas humaniser sa relation avec tout ce qui est technique. Ça passe bien évidemment par un chat GPT, où si vous l'avez essayé, vous dites « Waouh, génial, il me connaît presque mieux que moi ». Non, il a appris à faire des réponses statistiques qui va vous connaître aussi bien que plein de gens sur Terre. Mais vous avez cette humanisation avec votre chien, votre chat, votre téléphone, un distributeur de billets, où vous ne pouvez pas vous empêcher de projeter quelque chose d'humain dans ce qui reste juste de l'algorithme purement statistique. Alors aujourd'hui, il y a des quantités de sites qui sortent sur de la création générative de textes, de vidéos, d'images, de code informatique.
Aujourd'hui, vous êtes développeur, c'est un outil pratique de faire corriger son code, de faire des propositions, de traitement de la parole, de traitement 3D. C'est vraiment une des explosions fortes de l'IA générative. On a mis quelques exemples, j'en redonnerai d'autres. En haut, DID, c'est ce qu'on a utilisé pour générer les deux avatars qui nous parlent en disant bienvenue à cette conférence. Donc vous lui donnez du texte et puis il va vous faire une vidéo parlant dans la langue que vous avez choisie. Le suite d'en bas, Rask, c'est un des premiers à qui vous alliez pouvoir passer une vidéo existante. Vous avez une vidéo de vous, par exemple, on enregistre cette vidéo. Si je l'injecte et je dis sors-moi la même vidéo en espagnol, peut-être en basque, je ne sais pas s'il le traite, il va vous avec votre voix, enfin avec ma voix, il va me faire parler espagnol et en bougeant les lèvres comme si je parlais en espagnol. Il y a le mix des deux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, par exemple, on a quelqu'un dans l'équipe qui est parti, qui s'occupait de nous faire nos petites vidéos, capsules, pour annoncer nos notes de veille. Donc, du traitement, elle choisissait des bouts de vidéo, elle mettait un texte d'accroche, voilà, pour présenter ça. Là, on a décidé de passer sur une appli dans laquelle on va lui passer le résumé de la note de veille et automatiquement, il va nous générer une vidéo on va choisir 1 minute 30 avec une voix, homme, femme, on choisit, dans la langue que l'on veut, avec les titres en petit, en gros, dans la langue que l'on veut. Et ça marche vraiment de manière impressionnante. Le dernier là-haut, qui est un site qui va vous permettre de créer des présentations. C'est-à-dire que là, j'aurais pu faire ma présentation avec ça. Vous lui mettez un sujet. Il va vous faire une proposition de plan d'un PowerPoint. Vous allez pouvoir lui dire détaille-moi ce chapitre-là, je le veux en 10 slides. Celui-là, tu ne le traites pas. L'image qu'il vous propose, vous pouvez lui dire cette image, elle ne me plaît pas, mais moi quelque chose de plus gai, etc. Et il va vous faire votre document. Il va vous aider à gagner beaucoup de temps pour créer votre document. Alors, encore une fois, c'est du très commun, c'est de la statistique sur ce sujet. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que la moyenne des gens qui ont abordé ce sujet disent? Donc, dès que vous êtes sur quelque chose d'original, que vous créez un contenu, c'est pas terrible. En synthèse, c'est formidable. Si vous avez des choses nouvelles à raconter, c'est pas lui qui va les inventer. Derrière, ça pose plein de soucis. Le plus simple, on a demandé à ChatGPT, on lui a posé la question quelles sont les grandes questions posées par l'IA générative, et il répond très bien parce qu'il y a plein de gens qui ont abordé ça, donc il nous fait une stat parfaite. Il nous dit que ça pose des problèmes éthiques, des problèmes de responsabilité, d'authenticité, de propriété intellectuelle, de biais de discrimination, de contrôle et de réglementation. Alors on a mis quelques exemples. Ce qui a circulé, le pape en doudoune, ça n'a jamais existé, ça a été créé. Donc éthique, propriété industrielle, biais discrimination, quand vous lui demandez, c'est en train de changer ça, quand vous lui demandiez en anglais, où c'est des noms non genrés, un lawyer et nurse, donc un ou une infirmier, infirmière et avocat, avocate. L'avocat était toujours un homme, l'infirmière était toujours une femme. Donc, surreprésentation des blancs. Les avocats, ils étaient plutôt, lui, je ne sais pas comment ils l'ont eu, mais ils étaient plutôt âgés. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est partie biais discrimination. Problème environnemental, ça, c'est à peu près l'échelle des bulles des données d'apprentissage des ChatGPT version 1, 2, 3, 4. Donc, vous voyez l'inflation de la partie apprentissage. Donc, le ChatGPT, il y a deux parties. Il y a quand vous lui posez une question, il va puiser dans sa base de données la réponse. Et puis, avant, il a fallu le faire apprendre. Et c'est dans ces données-là. Donc, évidemment, toutes ces données, ça consomme des serveurs, ça consomme de l'électricité, ça crée du CO2. Donc, voilà, par les temps qui courent, problème. Et puis, je vous l'ai déjà dit,
Derrière, c'est pas Skynet. On est loin d'avoir des Terminators qui viennent nous envahir. Avec cette IA qui est appelée IA faible. Un Terminator, si un jour ça existe, c'est une intelligence artificielle forte, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui est capable de répondre à tout et de s'adapter à tout. C'est-à-dire aussi bien gérer des mouvements que vous lui posez n'importe quelle question. Or, là, on est sur des IA qui ont été dédiées à répondre à une certaine catégorie de questions, d'activités, même si un ChatGPT, le spectre est très large. Mais on est encore sur des trucs assez basiques. Si on revient en arrière, l'IA en 2000 qui a gagné contre le champion du monde d'échecs ne savait faire que jouer aux échecs. Si vous la faisiez jouer contre 20 ans plus tard, celle qui a gagné contre un champion du monde de Go, elle aurait été nulle, et inversement. Dans les choses qui sont en train d'arriver, où on ne sait pas trop ce que ça va donner, il y a l'IA générative sur la recherche. Là, par exemple, c'est l'écran d'une version en test de chez Google, du moteur de recherche. Si j'avais mis le bas, vous auriez reconnu le moteur de recherche de Google, où ils sont en train de tester. Vous lui posez une question, pourquoi San Francisco est autant brouillardeux, au lieu de vous mettre des sites qui répondent à cette question, il va vous faire une réponse qu'il est allé puiser dans plein de sites, et avec une IA générative, il va vous mettre un texte de réponse. Alors pour le moment, vous voyez sur le côté, il vous met quels sont les sites qui l'ont alimenté pour vous donner cette réponse. Mais derrière, ça pose quand même plein de questions, parce que vous imaginez bien que si vous vivez du trafic qu'il y a sur votre site, avec des gens qui viennent sur votre site, si là vous avez directement la réponse sans aller avoir besoin de cliquer sur le site, il y aura plus grand trafic sur votre site. Et puis ça pose un deuxième niveau de question, c'est que les gens qui vont cliquer sur les sites, souvent c'est de la publicité payée à Google pour aller pour afficher ces liens en première position. S'il n'y a plus besoin d'aller sur les sites, comment Google va vivre de la publicité que les gens ne prendront plus? Alors pour le moment, ils testent, parce que s'ils ne le font pas, ils vont être doublés par d'autres acteurs, mais je ne sais pas quel modèle économique ils vont tirer derrière. Alors les choses à suivre, donc là c'était l'année dernière, ce qui était dit, c'est qu'on allait avoir un développement de l'intelligence artificielle vers l'intelligence artificielle. En gros, ce cartoon résume un peu, c'est l'intelligence artificielle fait de cette simple phrase un long mail que je peux prétendre avoir écrit, et de l'autre côté, à la réception, c'est l'IA synthétise en une phrase ce long mail que je peux prétendre avoir lu. Donc, exemple, vous avez un cahier des charges à faire pour un site web, vous allez dire, voilà, dans mon site web, ce qui est important, c'est ça, 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 ça. Vous mettez une dizaine de points. Vous dites à l'IA, sur ces points essentiels pour moi, crée-moi un cahier des charges. Il vous fait un truc qui est nickel. Vous l'envoyez à votre prestat, qui va faire exactement la même chose. Il va le passer à l'IA en disant, bon, qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce cahier des charges que j'ai moyennement envie de lire, et il va vous sortir les points importants. Donc, de plus en plus, un travail d'IA à d'IA qui permettra d'éviter de passer un temps à écrire des trucs pas forcément essentiels. Dans ce qui va se développer également, c'est tout ce qui est informatique IA embarqué. Alors avec derrière, parce que ça va être embarqué dans des objets, des téléphones, ce que vous voulez, ou des trucs aussi bêtes qu'une ouverture de plaque avec une caméra qui va lire la plaque. Et là derrière, ça va poser des questions. Par exemple, c'est le même principe, c'est un apprentissage. Alors là, c'est de l'IA classique, c'est pas de l'IA générative. Il génère rien en sortie. Il reconnaît simplement la plaque. Pour avoir un taux de non-erreur de 99,9%, c'est-à-dire que 99,9 fois sur 100, il reconnaît bien la plaque. Si on veut passer de ce taux-là de pertinence à 98, on se dit, bon, ok, dans 1% des cas, je me plante. On divise les ressources nécessaires en puissance de calcul, en émissions de CO2, par 2.
Donc derrière, ça permet aussi de se poser des questions. Est-ce que je veux avoir un espèce de truc gigantesque qui marche à tous les coups, ou est-ce que je vais être un peu plus sobre en plein de choses et puis, une fois sur 100, il peut se tromper et la personne, elle appuiera sur le bouton en disant « ouais, il ne m'a pas reconnu, mais j'ai mon badge, etc. » Donc derrière, ça pose aussi ces questions-là. À suivre également tout ce qui est intelligence artificielle explicable. L'idée, c'est que quand vous lui demandez de vous dessiner un chat ou un robot, c'est pourquoi il a fait ce choix-là. Qu'est-ce qui a contribué à la création de cette image? En général, vous avez dit, dessine-moi un chat roux mignon, mais c'est un peu court pour savoir pourquoi il a créé ça. Donc c'est tout un champ de la recherche qui s'applique à comprendre, en fonction des bases de données, pourquoi il est allé créer un chat comme ça, plutôt qu'un chat qui serait de l'autre côté, etc. Pareil sur la création de texte. Pourquoi c'est ces mots et ces phrases qui ont été mises en avant? On n'en a pas tous besoin, mais quand il va falloir contrôler des choix faits par les IA, c'est important. Et puis enfin, l'IA de confiance. Alors l'IA de confiance, le petit exemple qu'il y a là, écrit en gros, l'explicabilité. L'explicabilité, c'est que les chercheurs soient capables de dire pourquoi telle image, tel texte a été généré. Donc ça, c'est pour des spécialistes. L'acceptabilité, c'est pour le grand public, c'est pour nous, pour dire est-ce que je lui fais confiance quand je lui demande ça, il va me générer ça. Si on veut l'appliquer à un autre domaine, c'est le petit picto de l'avion. L'explicabilité, quand vous montez dans un avion, vous ne savez pas comment il est construit, pourquoi il marche comme ça. Il y a des ingénieurs de chez Airbus, par exemple, qui sont capables d'expliquer le fonctionnement. Par contre, vous acceptez, vous avez une acceptabilité qu'en montant dans cet appareil, c'est fiable et vous pouvez aller dedans. C'est pareil pour l'IA. Ce n'est pas une boîte noire magique. Il faut que d'un côté, des spécialistes soient capables de totalement décortiquer comment ça marche, pourquoi ça répond ça. Et puis de l'autre côté, il faut qu'on donne suffisamment d'informations au grand public pour accepter et ne pas considérer ça comme de la magie, comme de la propagande, comme une boîte à fake news, etc. Alors dans les deux cas, il reste pas mal de boulot. À mon avis, il y en a plus du côté de l'acceptabilité que de l'explicabilité, parce que là, c'est des chercheurs à gros niveau qui sont dessus. On va passer à une deuxième partie. Là, on était plutôt sur des aspects techno. On va voir une deuxième partie sur l'impact sur le travail. J'en ai dit quelques morceaux, hein, l'impact sur les photographes, par exemple, qui derrière est un sujet vaste. C'est le travail à l'épreuve de l'automatisation, qui n'est pas récent, mais sur lesquels il faut se poser des questions. Alors, ça a démarré quand ChatGPT a été annoncé. C'était en octobre 22, me semble-t-il, est sortie une étude de chez Goldman Sachs qui disait que l'IA menace 300 millions d'emplois à travers le monde. Il développe en disant 2/3 des emplois aux US et en Europe seront exposés à l'automatisation engendrée par l'IA. 1/4 des emplois pourraient disparaître, remplacés par des solutions liées à l'IA générative. On était vraiment sur l'IA générative, en extrapolant ces 300 millions d'emplois qui pourraient être impactés. Ça, c'était le 26 mars 2023, donc c'était quelques mois après la sortie de ChatGPT. Et 26 mars, et je crois que c'était le lendemain, le 27 mars, il y a un papier qui est sorti, écrit par ChatGPT, OpenAI, la maison mère de ChatGPT, donc un papier scientifique disant 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait être impactée par des IA génératives qui seraient en mesure de remplacer au moins 10% des tâches. Alors, il faut se rappeler ce que disait Jean-Gabriel Ganassia. Faire peur, ça
présente toujours des intérêts, surtout pour eux. Hein, ça évite de se poser des questions de où vont mes données. Mais il y a quand même des choses intéressantes là-dedans. C'est qu'ils commencent à parler non pas de travail, mais de tâches. Votre travail, ce n'est pas un truc monobloc, c'est une succession de tâches. Certaines sont à haut niveau de valeur, certaines sont sans aucun intérêt. Si on reprend l'exemple, quand vous faites un cahier des charges pour un site web, ce que vous voulez vraiment mettre en avant dans votre site, ça c'est de la valeur ajoutée pour vous, votre structure. Remplir ça dans un cahier des charges qui est le même pour n'importe quel site internet, ce n'est pas une tâche à forte valeur ajoutée. Donc déjà, ça pondère. Il y a plein de tâches qui sont pas forcément super intéressantes à faire. Si NIA peut le faire à votre place, c'est pas forcément plus mal. Le deuxième aspect, c'est que des études comme ça, il y en a qui sont sorties depuis toujours. Alors on va voir quelques exemples. Là, on est toujours sur ce que disait cette étude. Ce que disait cette étude, c'est que bien évidemment, ça allait avoir un impact beaucoup plus sur des métiers de service que sur des métiers, par exemple, vous êtes agriculteur, l'IA, elle ne va pas avoir beaucoup d'impact sur votre boulot. Alors, on en a beaucoup parlé parce que tant que c'est des gens qui font des études sur des métiers qui ne sont pas le leur, bon, ça ne fait pas trop flipper. Enfin, ça ne les fait pas trop flipper quand c'est un ouvrier ou un agriculteur. Mais là, on est en train de parler des métiers de service, des métiers intellectuels. Donc, c'est les gens qui font les études qui sont directement visés par ces sujets-là. Donc, il y a eu un écho assez important. Si on regarde les pays, évidemment, c'est des pays très orientés services. Europe, Suède, Japon, Israël, Hong Kong, Singapour. Et donc la question, c'est est-ce que c'est l'heure de paniquer? Bon, je n'ai pas mis la police de caractère, elle est partie un peu en vrille. Alors d'abord, les réponses, les gens qui sont penchés là-dessus, nous rappellent que régulièrement, il y a des métiers qui ont évolué ou qui ont disparu. Un allumeur de réverbère, il n'y a pas grand monde dans cette salle qui a dû connaître ça, il n'y a même personne. C'est des gens qui venaient allumer les réverbères qui marchaient au gaz il y a un peu plus de 100 ans. Il n'y en a plus. Les sténodactylos, qui étaient des gens avaient des idées et puis notaient tout un tas de choses à faire. À l'époque, c'était essentiellement beaucoup d'hommes et les sténos, c'était essentiellement beaucoup de femmes qui allaient taper ça. Ça a disparu parce qu'un traitement de texte aujourd'hui, un Word, ça vous fait, c'est bon, vous vous débrouillez tout seul. Donc il y a beaucoup de métiers qui ont évolué comme ça. La deuxième chose, donc c'est ce que je disais, c'est que là on est à l'assaut des jobs du tertiaire. Même le très sérieux Oxford disait que 47% des emplois du tertiaire allaient disparaître dans les 20 ans du fait des réseaux, des algorithmes et de la robotisation. Ça, c'est quelque chose qu'il disait en 2013. Il ne parlait pas de l'IA, il parlait des algorithmes et de la robotisation. Robotisation mécanique, algorithme, logiciel. Si vous regardez, on est à peu près 11 ans plus tard, est-ce que 47% des métiers des emplois du tertiaire ont disparu? Juste absolument pas. Alors ça, c'est un des points qu'il y a, c'est que des études qui vous disent que ça va disparaître, changer, totalement être rasé, il y en a beaucoup, mais des études qui font un point sur qu'est-ce qui s'est passé, il y en a très peu. Parce que comme c'est les mêmes qui auraient dit ça va disparaître, dire on s'est trompé de beaucoup, c'était compliqué. C'est compliqué. Alors, ce qu'on voit dans le petit tableau, c'est comment ça a évolué. On est d'abord parti sur des tâches routinières et manuelles. Donc là, c'est l'arrivée de la robotisation. Les usines de voitures, par exemple, chez Renault, il y a beaucoup moins de gens qui travaillent sur la chaîne de construction qu'il y a 50 ou 60 ans. Mais les métiers ont changé. Quand on analyse le nombre de personnes qui travaillent, ça s'est déplacé. Il y a plus de gens qui bossent en amont, en conception, en maintenance des robots, en sortie, en offre de services, sur des choses qui n'existaient pas du tout à l'époque où on créait les voitures à la main. Après, ça a migré vers des tâches cognitives. Là, c'est
à peu près au moment de ces études-là, c'est il y a 10-15 ans, sur tout ce qui est big data, analytics, donc l'arrivée massive de l'analyse des données, où on est sur des tâches non manuelles, mais qui restent répétitives et routinières. Par exemple, on reconnaît une image parmi plein de choses. Et là, ce qui est en train d'arriver, alors ce qui est passé un peu plus calmement, c'est la cobotisation, c'est des tâches non routinières, mais manuelles. Donc ça, c'est l'utilisation de robots qui sont couplés à un être humain. C'est-à-dire que ça ne va pas être tout le temps la même manière d'utiliser, mais je vais utiliser un bras articulé, par exemple, qu'un opérateur va piloter pour l'aider à soulever quelque chose de très lourd, qui ne sera pas forcément toujours au même endroit et qu'un robot automatique ne va pas pouvoir faire. Et puis là, on arrive sur l'IA générative. On est sur des tâches non routinières avec des tâches cognitives. Et là, c'est le machine learning, le deep learning, l'intelligence artificielle générative, où on va avoir de la création de contenu. Là, c'est des choses dont on avait parlé en 2014. Il y avait une étude du ministère du Travail américain qui disait à l'époque que 65% des écoliers d'aujourd'hui, donc de 2014, d'il y a 10 ans, pratiqueront une fois diplômés des métiers qui n'ont pas été encore inventés. Et dans ce qu'ils mettaient en avant comme métier, donc qui n'existait pas à l'époque, il y a 10 ans, c'est computer scientist, data scientist, neuroscientist, bioinformaticien. Aujourd'hui, tous ces métiers-là, c'est des métiers qui, je ne vais pas dire qu'ils sont hyper courants, mais data scientist, c'est quand même le métier qui a explosé et qui aujourd'hui, vous sortez d'une fac d'informatique, voilà, vous avez de grandes chances que vous soyez data scientist. Donc vous voyez qu'en 10 ans, ce qui était prévu, il y a quand même des choses qui se passent et ça n'existait pas à l'époque. Donc il y a des formations qui ont dû bouger, d'autres qui ont été créées. C'est juste l'évolution. Alors ça nous disait également en 2016, j'ai repris une slide, 27% des Français pensent que leur métier sera automatisé dans les 5 à 10 prochaines années. L'exemple qui était donné, c'était dans les supermarchés. Alors ça, c'est intéressant parce que dans les supermarchés, à l'époque, ça ne parlait pas tellement de la caisse automatique, alors que ça s'est ultra développé. Il y a de moins en moins de caissiers et de caissières dans les supermarchés et de plus en plus de caisses automatiques. On va peut-être revenir en arrière parce qu'il y a des études qui sont en train de sortir disant qu'il y a des gens qui n'arrivent juste pas à les utiliser, ces caisses automatiques, parce qu'on n'a formé personne à... vous êtes jeune, ça va, vous allez vous adapter. Il y a plein de gens, ils ont du mal à s'adapter. Et puis, l'exemple qui était donné, c'est le machin blanc que vous avez au milieu, qui est un robot pour faire automatiquement les inventaires dans les supermarchés. Il passe dans les rayons et il sait, il faut recharger les Kellogg's, il manque, etc. Bon, je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup dans les rayons des supermarchés, mais aujourd'hui, il n'y en a pas des masses. Et les 27% de Français qui flippaient à ce moment-là, ils ont moins gagné 10 ans. Comme ça, ils peuvent flipper pour les 10 prochaines années, très probablement. Alors, autre étude de 2015, donc qui commence aussi un petit peu à dater, mais ce qui est intéressant, c'est qu'eux, à l'époque, avaient mis c'est quoi les métiers qui allaient être fortement automatisables par l'IA, partiellement automatisables et peu automatisables. Et ce qui est marrant, c'est que si vous regardez aujourd'hui ce que l'IA générative impacte, les artistes, photographes, graphistes, l'enseignement, où on ne va pas enseigner de la même manière, parce qu'aujourd'hui, demander de faire un devoir de synthèse alors que vous demandez à ChatGPT de le faire, il fera mieux que vous. Journalistes, c'est des métiers qui ont un impact très fort avec l'IA générative. Donc encore l'exemple d'une étude qui nous disait, tiens, voilà ce qui va se passer, et où à côté, ça ne s'est pas tout à fait passé selon ce qu'ils avaient prévu. Alors il y a quelques études. Là, c'est une étude, je crois, hollandaise, qui est sortie en 2023 sur l'impact de la robotique sur la création de l'emploi. Alors,
Un, pour dire qu'il y a quand même quelques études et qui disent, et alors deux, sur lesquelles il ne faut pas forcément prendre ça pour argent comptant, puisqu'elle a été commanditée par la Fédération internationale de robotique. Donc pour dire que finalement, l'arrivée des robots dans les entreprises, dans les industries, n'a pas fait perdre d'emplois. Bon, alors est-ce qu'ils sont totalement objectifs? Bon, on peut se poser la question. Alors, quel avenir pour le travail? Qu'est-ce que ça a pour impact? Donc là, on rentre dans la partie où c'est totalement idéologique. Vous allez avoir des acteurs qui vont dire, Gilles Babinet, par exemple, coprésident du Conseil national du numérique, dit que depuis tout le temps, la machine a remplacé une partie des tâches faites par les hommes et que ça continuera et que ça va évoluer. Donc ça, c'est une vision plutôt optimiste. Donc souvent, on prend l'exemple de la voiture. Et donc, évidemment, il y a débat en disant que une innovation technologique va faire que, par exemple, la robotique, la productivité va être en hausse, donc les emplois vont être en baisse, mais ça va permettre de faire baisser le coût des voitures, donc plus de gens vont pouvoir s'acheter des voitures, développer des services, donc les emplois vont être en hausse, etc. Donc il y a un équilibre entre ce qui se crée et ce qui se perd. Alors, il y a autant de gens qui vont dire que c'est pertinent que de gens qui vont dire que non, ça ne se passe pas dans la réalité comme ça. Là, c'est une étude du Forum économique qui, elle, dit, et il y a beaucoup de gens qui disent que finalement, c'est peut-être une des études qui est le plus proche de ce qui peut se passer, qui est de dire que 23% des emplois vont changer demain, mais qu'une partie ne bougera pas, une partie va se perdre, une partie va se créer, et une autre partie, c'est pas précisé là, va évoluer, va rester, mais en évoluant. Les tâches vont évoluer, on ne fera plus pareil plein de métiers parce que des choses vont être améliorées. Ça, c'était plutôt les gens qui étaient dans le positif. Et vous avez des gens depuis longtemps, Jeremy Rifkin, qui est un Américain, un gros penseur du numérique. En 1995, il disait déjà que les technologies numériques allaient avoir un impact sur le monde du travail. Et dans un bouquin où il a théorisé ça, qui s'appelle « La fin du travail », donc écrit il y a quasiment 30 ans. Stéphane Mallard, un ancien de la BNP qui aujourd'hui est conférencier tech, lui dit que oui, demain l'humain sera obsolète, c'est pas un problème, on fera autre chose de plus intéressant que de bosser par exemple sur le travail qu'on conçoit aujourd'hui. Donc, vous voyez des idées totalement radicalement différentes de positionnement philosophique. Est-ce que j'ai le temps ou pas? Il faut que je gagne. Là, c'est un exemple. Il y a quelques années, le Crédit Mutuel avait travaillé avec IBM. C'est les premiers qui ont voulu automatiser le process d'entrée de mail de leurs clients qui leur demandaient très souvent, pour à peu près 50% des demandes, des choses où ça prenait du temps à un conseiller de répondre, regardez, il faut aller cliquer là-haut, ou oui, dans votre contrat, des trucs très très basiques. Donc IBM leur a développé une IA qui était une des premières à analyser les mails et proposer, ça ne répondait pas, on n'était pas sur de l'IA générative à l'époque, il y a plus de 10 ans, mais proposer des morceaux de phrases que le conseiller allait pouvoir réutiliser et gagner un temps fou pour la réponse. Donc là, un truc plutôt positif. Après, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu tellement pertinent qu'il n'y a plus besoin du tout des conseillers. Alors, ce n'est pas trop un problème parce qu'on est sur une grosse banque et qu'ils ont redéployé sur des tâches moins basiques leurs conseillers. Mais heureusement, parce que sinon, il y aurait eu pas mal de monde qui aurait pu perdre son boulot comme ça. Mais là, on est toujours entre, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut gagner du temps sur des tâches à valeur ajoutée, ce qui était le cas ici, ou écrémer une partie des équipes? D'ailleurs, IBM, l'année dernière, a annoncé que par l'IA générative, ils allaient
baisser leurs emplois d'à peu près, je ne me rappelle plus quel était le chiffre, mais 10%, un truc comme ça. Bon, là aussi, vous doutez bien que si 10% des gens chez IBM sont des chercheurs qui peuvent être remplacés par de l'IA, franchement, ça fait rire tout le monde. Hein. L'IA, elle n'est pas capable de remplacer un chercheur de chez IBM. C'est aussi un moyen de, il y a trop de coûts, on va baisser les effectifs et puis on met ça sur le dos de l'IA. Bon, ça je passe, j'ai pas envie. Alors les métiers de la création, on l'a vu tout à l'heure sur les photographes de salade volante. Cette image-là, c'est une image qui a gagné un prix d'art classique, hein, où le créateur n'a pas dit qu'il avait fait ça avec une IA. Il a gagné le Grand Prix, je ne sais plus où c'est, je crois que c'est aux États-Unis. Et une fois qu'il a reçu le prix, quand on lui a remis le prix, il a dit bon, ben voilà, cette photo a été entièrement générée par une IA. Donc derrière, ce qu'il voulait, c'est aussi poser la problématique de qu'est-ce que la création, qui est le propriétaire, est-ce que c'est lui, parce que c'est pas sorti tout seul. Hein. Derrière, si vous avez essayé si vous voulez vous faire un truc comme ça va pas avoir cette qualité-là. Donc il y a aussi l'œil de l'artiste qui va être capable de décrire à l'intelligence artificielle qu'est-ce qu'il veut voir en résultat. Donc là aussi, c'est en train de faire bouger les limites. Plus de gens vont pouvoir, si vous n'avez aucune compétence de, je sais pas, peinture par exemple, si on dit que c'est une peinture, mais que vous avez une bonne vue de la composition d'un tableau, vous allez pouvoir, par l'intelligence artificielle, arriver à sortir quelque chose. Mais si vous avez des compétences ni sur l'un ni sur l'autre, vous arriverez à sortir rien. Donc ça fait bouger les lignes, mais voilà, nouvelle possibilité. Donc derrière, l'année dernière, ce qu'on disait, c'est que, alors question, est-ce que les métiers de la production de contenu allaient être menacés ? Parce que par exemple, cette photo, par exemple, l'Office de tourisme de Biarritz qui veut illustrer l'intérêt de venir ici, soit il prend un photographe, soit il crée ce prompt pour demander à une IA à mi-journée vous avez le prompt, une photographie aérienne de vagues océaniques s'écrasant contre les rochers, blablabla, etc. Et vous avez quelque chose généré. Et derrière, donc les IA ne créent pas, elles conçoivent quelque chose guidé par un prompt qui leur a été décrit et pour lequel il faut avoir des compétences, puisque vous voyez que par exemple, c'est prise en 8K, photographie réalisée avec un appareil Canon EOS 5D, etc., la focale. Donc ça veut dire que il faut s'y connaître un minimum en photo pour lui demander ça, sinon vous allez avoir une photo avec un rocher et une vague qui ne sera pas 1 mètre sur une plaquette. Donc, nouvel outil, impact sur des métiers, c'est évident. Qu'est-ce que ça va devenir ? Je ne suis pas devin. Question sur les droits d'auteur. Parce que là, on a 2 exemples. Par exemple, les États-Unis, ils sont prononcés sur la paternité des œuvres visuelles qui seraient entièrement créées par des IA. Elles ne sont pas éligibles à la protection par le droit d'auteur. C'est-à-dire que si vous sortez un bouquin aux États-Unis créé par une IA, vous allez pouvoir copyrighter l'histoire que vous avez créée parce que vous avez donné un prompt à une IA, lui dire crée-moi une histoire autour de ça. Mais par contre, le contenu lui-même, le bouquin, vous n'allez pas pouvoir le copyrighter. Au Japon, le Japon a dit que le droit d'auteur ne s'appliquait pas aux données d'apprentissage des IA. C'est-à-dire ce que vous allez alimenter en IA pour après pouvoir recracher des contenus, ce n'est pas applicable. Certains disent cette image-là, elle a été générée, on voit bien que c'est mon style. Je prends un exemple, hein, vous lui dites faites-moi une photo crée-moi une salle de conférence, mais traitée à la manière de Van Gogh. Il faut qu'il ait ingurgité des tas de photos de tableaux de Van Gogh pour savoir c'est quoi le style de Van Gogh. Alors, je ne sais pas si c'est libre de droit, les Van Gogh, j'imagine qu'une bonne partie, mais certains ont dit, voilà, si on lui dit créer à la manière de moi, illustrateur, c'est qu'on lui a injecté des dessins qui m'appartiennent et je ne suis pas d'accord. Le Japon a dit, désolé, mais ce qui est alimenté, ce n'est pas libre de droit. Donc, voilà, autre question existentielle.
Après, des choses vraiment impactantes, plusieurs sociétés de création de jeux vidéo en Chine ont viré 80% de leur équipe sur la création des visuels, où aujourd'hui, vous avez 2 personnes qui vont gérer un studio graphique, un pour créer des prompts pour faire des images, l'autre pour vérifier la qualité. Mais là, il y a un vrai impact sur des créateurs. Plein d'autres exemples, par exemple, sur tout ce qui est dans les métiers du cinéma, maquilleur, par exemple. Là, je crois qu'on l'a en vidéo. Vous voyez, à gauche, vous avez la photo de quelqu'un, et puis à droite, vous avez la photo de la personne vieillie. Donc, c'est l'IA qui fait à la volée, directement, inversement, quelqu'un qui est plus âgé, et on va le rajeunir de l'autre côté. Donc, vous imaginez pour le cinéma ce que ça va permettre en gain de temps, mais avec un impact sur des métiers de truqueurs, de maquilleurs, d'effets spéciaux, etc. Bon, la médecine, j'en avais parlé, je vais juste en parler pour ici, là aussi pour mettre des pondérations. Geoffroy Hinton, c'est un des gourous de l'intelligence artificielle qui a passé pas mal de temps chez Google. On en a parlé, je crois que c'est l'année dernière, parce qu'il a quitté Google en disant c'est du grand n'importe quoi l'IA, on fonce l'IA générative, on fonce dans les murs, je ne cautionne pas ça, c'est contraire à mes principes. Bon, c'est quelqu'un qui, il y a 10 ans, en 2015, disait « D'ici 5 ans, les algorithmes auront dépassé l'humain dans certaines tâches. Il est d'ores et déjà inutile de former des radiologues, leur métier aura alors disparu. » Bon, le gars, il s'est totalement planté. Donc, l'IA est utilisée par les radiologues pour détecter des fractures, des tumeurs. Ça va permettre, mais il y a toujours un radiologue qui va analyser ce que raconte l'IA. Donc voilà. Tout grand spécialiste qu'il est, ça n'empêche pas aussi de se tromper totalement. Alors, dans les effets aussi qui sont annoncés, c'est pointer vers une déqualification généralisée que certains métiers nécessitent de la pratique. Les 2 exemples qui sont souvent donnés, c'est avocat et architecte. Ou quand vous commencez un métier d'avocat ou d'architecte, vous faites des travaux qui ne sont pas forcément super passionnants. Vous faites tous les trucs que l'avocat ou l'architecte n'a pas trop envie de faire, mais qui vont vous permettre d'accumuler une base de connaissances qui vont vous permettre après d'aller plus loin dans les questions juridiques ou d'archi. Et une des questions qui est posée, c'est que si vous remplacez cette partie-là par de l'IA générative, de l'analyse de textes de loi, etc., d'un dossier, ce que va très bien faire une IA, c'est comment vont se former les avocats. S'ils sautent cette partie-là pour aller directement après, tout le monde pointe du doigt, mais il va leur manquer quelque chose pour comprendre ce qui est proposé par l'IA ou aujourd'hui par un avocat débutant. Donc c'est encore un des soucis pointés du doigt. Alors demain, une des choses qu'on voit remonter, c'est l'apparition du secteur quaternaire, donc secteur primaire, agriculture, primaire, ouais. Secondaire, l'industrie, tertiaire, les services. Et comme là, l'impact va être sur les services, certains disent que ça va donner plus de temps aux gens, qu'on va aller vers des semaines avec moins de jours. Un des gros sujets du moment dans les entreprises privées, c'est le passage à la semaine de 4 jours. Il y a plusieurs entreprises qui sont en train de basculer là-dessus. Et derrière, ce que disent certains, c'est que ce temps va ouvrir la voie au secteur quaternaire, qui est le domaine associatif, où les gens vont pouvoir s'investir dans des associations pour aider les autres, nettoyer les plages, ce que vous voulez. Et puis également, autre chose qu'on voit revenir, c'est le revenu universel, où certains disent qu'il va falloir trouver que des moyens que l'intelligence artificielle puisse générer une partie de revenus qui sera reversée sur un revenu universel sur des gens qui bossent moins, mais qui garderont des salaires. Donc c'était
totalement tombé en creux sur depuis 5-8 ans, et là, ce sujet est en train de revenir. Alors, en conclusion, j'ai laissé cette fabuleuse image qui était faite avec les versions précédentes de ChatGPT et de Midjourney. Donc, vous voyez, elle a un regard absolument flippant, elle a 17 doigts à la main, à la main droite. Donc, il montre que il y a encore du boulot. Alors, ça va vite, hein, puisque ça, c'était il y a moins de 2 ans. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'aurait pas ce regard totalement flippant. Alors, plusieurs choses. D'abord, toujours avoir en tête, je ne sais pas, normalement, vous devez connaître, ou il faut absolument connaître la courbe de la hype de chez Gartner. Cette courbe, c'est le cabinet Gartner qui l'a définie, qui est que sur toute innovation, toute innovation va suivre cette courbe-là. Donc, il y a un déclenchement d'une innovation, il y a quelque chose qui arrive. Vous avez un pic des attentes exagérées, c'est le pic de la hype, où on va dire c'est génial, tout le monde va parler de ça. Vous mettez par exemple le Web 3, la réalité augmentée, les casques, la voiture autonome. Toutes les technos sont passées par ce pic où c'était, vous en parlez dans les journaux télévisés, c'est génial, on aura tout ça demain. Et puis après un moment, on tombe dans le gouffre de la désillusion, on se rend compte que le casque il coûte trop cher, il ne marche pas, il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'intérêt, donc on n'en parle plus. Et après la pente de l'illumination, c'est le moment où on va avoir modifié l'innovation en question, elle va un petit peu bouger, et puis on arrive sur le plateau de la productivité, elle va s'installer dans la vie quotidienne ou sur les marchés, mais elle sera ni trop bas ni trop haut, elle va avoir trouvé son marché. Donc toutes les innovations, si vous prenez n'importe quelle innovation que vous avez, c'est passé par ce système-là. Mais il y a quelques innovations qui partent très fort et ne tombent pas. Elles vont après aller dans le plateau de productivité. Vous pouvez penser à l'arrivée du smartphone. Il n'y a pas eu vraiment de creux. Dès le moment où l'iPhone est sorti, il y a eu une hype et puis elle est restée. Vous pouvez penser aux réseaux sociaux, l'apparition des réseaux sociaux, ça a été un peu pareil. Et aujourd'hui, sur l'IA générative, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui disent qu'on est dans le pic de la hype et donc que ça va se planter bien, tomber dans le gouffre de la désillusion. Et puis il y a d'autres qui disent que non, ça fait partie des technos qui vont changer la vie dans le travail ou la vie pratique, et qu'avant la descente, il y aura peut-être une petite descente, mais on va arriver très vite sur ce plateau-là. Donc ça, choisissez votre camp. Alors ce qui est clair, c'est que rapidement, là c'est un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire, les synthèses des principaux usages de l'IA générative. C'est un gros cabinet qui a sorti ça. Honnêtement, il y en a plein d'autres, hein. Voilà. Aujourd'hui, nous, on accompagne 150 startups par an. Très clairement, la plupart, elles sont en train, elles ont pioché là-dedans. Je peux citer, par exemple, il y en a une qui avait des personnes qui étaient mobilisées le week-end pour gérer le SAV, le support client. Aujourd'hui, elles ont numérisé toutes leurs docs de installation, suivi, comment ça marche, etc., foire aux questions. Elles l'ont fait ingurgiter à une IA et n'importe qui peut consulter ça en tapant « j'ai une question » dans n'importe quelle langue et c'est du 24/24, 7 jours sur 7, ça marche bien. Vous voulez générer vos réseaux sociaux, créer des contenus, ça marche super bien, ça vous génère des trucs vraiment pertinents. Donc il y a plein d'usages aujourd'hui qui sont vraiment en place. Ça, je ne vais pas en parler, il y a 3-4 slides pour finir, mais c'est un truc qu'on va traiter sur la prochaine édition des Signaux. Il y a plein de choses intéressantes sur l'IA qui sont en train d'arriver. Donc l'IA conversationnelle, où je vais pouvoir discuter, et c'est déjà le cas, hein, vous pouvez discuter avec ChatGPT, mais il faut quand même être au bout de votre vie pour passer votre soirée à parler à ChatGPT. Mais on va voir des exemples qui vont arriver de conversationnel jusqu'au psy. On va voir un peu flippant.
L'IA invisible qui va être de plus en plus masquée dans des outils. Vous avez votre GPS ou votre smartphone, vous avez besoin de trouver une boulangerie sympa, un resto, il vous connaît, il a analysé tout ce que vous avez fait, il va vous conseiller des trucs vraiment plus pertinents qu'avant. Après, dans le jeu vidéo, il y a des choses qui sont en train d'arriver assez sympas. Et l'IA intentionnelle, je ne me rappelle plus ce que c'est, donc je verrai. Alors, j'ai repris quelques exemples pour dire, là, par exemple, c'est une société qu'on accompagne en ce moment qui s'appelle Vulgaroo. Et qui, elle, ce qu'elle fait, c'est rendre le langage médical simple et accessible. En gros, vous allez faire une analyse de sang, un IRM, vous regardez le résultat et vous allez vous pendre parce que vous pensez que vous allez mourir au bout d'un mois. Vous ne comprenez rien de ce qui est écrit. Eux, ce qu'ils font, c'est que vous allez avoir une traduction de ce qui est écrit en langage médical, en langage lisible par n'importe qui. Par exemple, eux, ils avaient démarré en utilisant ChatGPT. Or, il n'y a pas besoin. On n'est pas dans une interaction. On n'a pas besoin, à chaque fois que je reçois une analyse, de dire « traduis-moi ça en langage », etc. C'est juste un traducteur. Donc, ce n'est pas un ChatGPT. J'ai parlé beaucoup de ChatGPT, mais c'est le moment de faire une parenthèse. Des outils à la ChatGPT, il y en a plein. D'abord, actuellement, Bard de chez, qui ne s'appelle plus Bard, mais Gemini, aujourd'hui, il est estimé meilleur que ChatGPT 4. Il aura redoublé. Bon, ils vont se taper la bourre pendant un moment, mais vous avez plein d'autres versions, des versions open source, dont vous êtes sûr que les données ne sont pas gardées chez un acteur privé. Et eux, ils ont besoin d'un traducteur. Comme on fait un traducteur français-espagnol, eux, ils ont besoin de faire un traducteur médical français. Donc voilà, il y a plein d'acteurs qui vont utiliser ça aujourd'hui dans leur cœur de source de leur métier. Eux, c'est vraiment la base de leur métier. Je vous ai dit tout à l'heure, ceux qui allaient gérer les réseaux sociaux, où là, c'est des outils dans le métier qui n'est pas de l'IA. Donc en même temps qu'on va avoir des vrais usages hyper utiles, on va avoir ce que je vous disais. Il y a une étude qui est sortie il n'y a pas longtemps, notamment que les jeunes remplaçaient les psychologues par les chatbots. Donc les psys, c'est de plus en plus difficile à trouver un psy disponible. Ça coûte une fortune, c'est pas remboursé ou mal. Et aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de psychologiste qui est sur le forum. J'ai oublié quel est le nom du forum, ça me reviendra. Et donc là, c'est purement un chatbot à qui vous allez poser des questions. Et aujourd'hui, c'est un des sites avec le plus de connexions dans le monde. Il y a une fréquence absolument inouïe. Et notamment sur un public particulièrement jeune. Le passage du Covid et du confinement assez secouant pour les jeunes générations. Il n'y a pas eu de réponse derrière. Voilà, on a un report vers là. Tout ce qui est devenir pote avec une IA, et je passe pour rester correct à cette heure-là sur tout ce qui va être avatar sexuel, dont vous avez de la publicité plein les réseaux sociaux, c'est un sujet qui est en train de se développer de manière exponentielle. Alors on peut aussi prendre l'exemple de l'intégration de l'IA qui va disparaître, je disais tout à l'heure, du smartphone ou de votre ordinateur. Là, cet exemple, Human AI Pin, c'est ce petit truc, c'est un badge, je ne sais pas si on le voit bien, mais c'est un espèce de petit badge. Il n'y a pas réellement d'écran, c'est deux anciens de chez Apple qui ont créé ça en disant on devient totalement addict à notre téléphone, ça ne va pas, il faut changer. Et donc, ils ont créé ce truc-là où vous appuyez sur le badge, vous lui parlez. Je ne sais pas si vous avez vu le film Heure, le film de SF. D'abord, si vous ne l'avez pas vu, il faut absolument que vous le regardiez. Et là, vous appuyez et vous lui posez une question en disant c'est quoi la boulangerie la plus proche, il va faire quel temps demain,
Où est-ce que je peux voir en quelle année est sorti le film Heure? Vous lui posez toutes les questions et il va vous répondre en parlant. Si vous avez une oreillette, il vous parle dans l'oreillette, comme dans le film Heure. Et si vraiment il faut afficher quelque chose, il va avoir un petit projecteur qui va vous afficher dans la main les informations ultra limitées. Donc, totalement intégration de l'intelligence artificielle avec une piste qui est on a trop de tech, on a trop d'écrans, on passe trop de temps sur les écrans, donc on va oublier les écrans. Bon, c'est une des voies de ce qui est en train d'arriver. Plein de gens disent que ça ne marchera pas parce que en fait, un écran, c'est quand même le meilleur truc pour lire une information. Un autre exemple qui a fait fureur au dernier CES de Las Vegas, le salon du numérique, on va dire, qui s'appelle Rabbit. C'est un peu le même principe où l'IA est intégrée dans ce petit boîtier. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste une petite molette. Et puis vous lui posez des questions, là aussi en parlant, et il va vous afficher sur un mini-écran des informations, les informations utiles. Donc on est sur cette même logique de on fait disparaître l'IA et la techno dans un truc beaucoup plus simple, où on ne va pas passer des heures à scroller du TikTok ou de l'Insta. Et alors en même temps que ces trucs-là, on va aller sur des choses, bon c'est déjà quand même, ça peut paraître aussi un peu flippant ces interfaces-là, mais là on va sur des trucs encore plus flippants. Là c'est un produit qui s'appelle Rewind. Alors Rewind, aujourd'hui il existe, vous pouvez vous y abonner, il n'existe que pour Mac pour le moment, bientôt pour Microsoft, et c'est quelque chose qui marche que sur votre ordinateur. Vous prenez un abonnement et il va enregistrer tout ce que vous faites, tout ce que vous tapez, tout ce que vous allez consulter. Donc là, alors évidemment, vous lisez les lignes, ça vous dit toutes vos données, elles sont ultra sécurisées, on récupère rien, etc. Donc si vous arrivez à les croire et que ça vous dit, donc il va tout enregistrer. Et ensuite, vous avez une sorte de super assistant sur lequel vous allez pouvoir lui dire la dernière visio qu'on a eue, fais-moi un résumé en 10 lignes en mettant les 5 points d'action qui sont nécessaires. Vous pouvez lui dire je suis allé voir il y a un mois un site web pour trouver des informations sur tel sujet, je ne me souviens plus du site, retrouve-moi ce site. Vous allez pouvoir lui poser toutes les questions de tout ce qui se passe. Le matin, vous arrivez et vous lui demandez fais-moi une synthèse en 4 points de ce qu'il y a d'important dans tous les mails que j'ai reçus depuis hier soir ou depuis ce week-end. Donc, il a accès à tout ce que vous faites, tout ce qui transite en mail, en texte, en audio, en visio, en navigation, et ça va pouvoir être votre super assistant. Et déjà, c'est hyper tentant, c'est hyper pratique, un gros gain de temps, mais c'est un côté hyper flippant par rapport à vos données. Et là, c'est la version qui va arriver après, c'est un pendentif, qui est en fait un micro qui va enregistrer toute votre vie, tout ce que vous faites, il va l'enregistrer. Et donc, ça sera la même chose, mais avec tout ce que vous aurez croisé. C'est-à-dire que si vous croisez dans la journée un vendeur de chaussures et que vous ne vous souvenez pas du prix des chaussures qu'il vous a proposé, vous lui dites, voilà, je suis allé dans un magasin de chaussures, quel était le prix de la 3e paire de chaussures, il va vous le retrouver. Quand je suis arrivé à l'accueil ce matin, j'ai rencontré une personne, j'ai totalement oublié son nom, comment elle s'appelle, il va vous le retrouver, puisqu'il va enregistrer ce qui s'est dit. Donc, ultra dopé à de l'IA, mais après, éthiquement, voilà, qui va avoir envie. Vous voyez que ce n'est pas hyper cher, c'est $59 et c'est quelques dizaines de dollars par mois pour bénéficier de ce service qui est une espèce de super assistant pertinent. Après, voilà, on saura à peu près tout de votre vie, de ce qui se passe, puisque bien évidemment, avec cette version-là, il va écouter tout ce qui se passe autour de vous. Il va savoir que vous avez un chat, il va savoir qu'est-ce que vous écoutez à la télé, à quel moment, qu'est-ce que vous mangez, etc., etc. Et puis un dernier, histoire d'enfoncer un petit coup de flip. Ça, c'est Sam Altman, le patron d'OpenAI, donc ChatGPT, et qui à côté a une société dont on parle pas tellement, WorldCoin,
Leur idée, c'est de faire ça. C'est de faire un passeport numérique. C'est-à-dire c'est la même fonctionnalité que votre passeport, mais c'est pour prouver votre identité sur les mondes numériques. C'est-à-dire quand vous vous connectez, quand vous payez, quand vous avez besoin de rentrer sur un réseau social et prouver que vous êtes majeur, par exemple, derrière, l'idée, elle est bonne. Mais après, comment ça va se passer? Votre passeport, pour l'avoir, il va être basé sur la reconnaissance rétinienne. Donc, cette sphère qui s'appelle un orbe, on n'en a pas en France. Il y en a en Espagne, il y en a en Allemagne. Vous avez des lieux, un peu comme quand vous allez à la préfecture, vous allez vous enregistrer, on va regarder qui vous êtes, vous allez donner vos informations, il va scanner votre rétine et ça va associer, ça va vous donner une identité numérique qui appartiendra qu'à vous. Alors, théoriquement, ça peut être intellectuellement intéressant, mais aujourd'hui, quand vous êtes à la préfecture, c'est l'État qui gère ça. Vos données, c'est l'État qui les a. Là, c'est Sam Altman et les actionnaires de chez Sam Altman, de chez WorldCoin. Donc, qu'est-ce que deviendront vos données? Comment ça va être utilisé, etc. Bon, je passe, on pourra détailler ça. Mais en tous les cas, voilà, grosse problématique sur aujourd'hui. Une dernière info, aujourd'hui, l'investissement en intelligence artificielle, les GAFAM, donc Google, Amazon, Apple, etc., si on regarde l'investissement qu'ils font, c'est supérieur à toute la recherche sur l'intelligence artificielle dans tout le monde restant. Donc les labos privés, publics, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment les acteurs qui sont en train de pousser et qui ont compris que derrière, il y avait du potentiel de service et puis de business, bien évidemment, derrière. Et c'est terminé. J'ai un doute. Alors, je crois qu'on a une partie question. Oui, bien sûr, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a des personnes en ligne aussi, s'ils ont des questions, n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a des questions? On va les prendre avec le micro, parce que c'est enregistré dans la visio. Comment vous vous êtes formé à apprendre tout ça? C'est en faisant des rencontres ou sur Internet, dans des livres, je sais pas. Alors, on a, donc comme je vous l'ai dit, il y a quelqu'un qui est veilleur dans la structure. Donc, sa vie s'est passée à ingurgiter de l'information. Là, il me disait, il a fait le ménage dans ses abonnements à des newsletters. Il était abonné à 600 newsletters, donc qui dépilaient, donc sans intelligence artificielle, à lire qu'est-ce qu'il y a de pertinent. Et moi, je m'y mets quand on fait les signaux. C'est ingurgiter énormément de contenu, regarder, croiser, parce que vous l'avez vu là, vous avez tout et son contraire qui peut être annoncé. Donc après, la difficulté, c'est nous, on a un rôle de dire voilà le spectre de ce qui se propose. On n'a pas à dire, après on peut donner aussi notre avis, mais l'idée c'est de dire voilà les tendances qui se passent. Il y en a des qu'on trouve pas terribles, d'autres mieux, mais c'est en ingurgitant une quantité de documents. Je suis prof associé à l'université Bordeaux-Montaigne, donc j'ai travaillé mes étudiants sur la création de notes de veille aussi, prendre des sujets pour justement plonger dans un contenu, récupérer plein de choses et arriver après à les trier. Parce que je trouve que c'est aussi un bon moyen de regarder qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas, parce que tout dépend où vous récupérez votre information. Bon, après, quand on prépare la conférence, c'est pas le moment le plus calme de l'année en termes de contenu de trucs à lire. Bonjour, moi j'ai une question, mais peut-être qu'elle a déjà... Enfin, que c'est une explication assez simple. Mais quand on parle de texte sur l'IA, c'est vraiment des contenus qui existent déjà, qui sont repris. Et je me demandais pour les vidéos et les photos... Désolée, j'ai perdu ma voix ce week-end. Est-ce que du coup, là il y avait l'image de la vague, est-ce que du coup c'est à partir de photos qui existent, ou du coup il fait un copier-coller,
Ou alors, est-ce que c'est un mélange de photos qui existent, ou alors c'est quelque chose qui crée complètement? Alors dans les deux cas, c'est quelque chose qui crée complètement. Même les textes, il ne prend pas des extraits de textes existants. Il voit comment sont composés les textes, mais si vous prenez un exemple de phrase, vous savez, quand vous cherchez dans Google, si vous mettez entre guillemets, il va chercher exactement cet extrait-là. Vous allez quasiment jamais trouver ça, parce qu'il recompose à chaque fois, il va s'inspirer de millions et de millions d'exemples pour dire voilà, la composition de ma phrase, elle va aller comme ça. Donc même si c'est quelque chose d'assez précis, vous lui demandez, fais-moi un résumé de texte de loi sur, je ne sais pas, la circulation, un truc où il y a une loi, ça ne va pas être le texte de loi forcément directement, ou alors il va le citer. Et sur une image, c'est pareil, il ne va pas prendre un exemple de vague, il a analysé que, en fonction de ce que je lui ai demandé, un rocher, voilà, il va recréer vraiment totalement. Si je lui relance exactement la même demande que l'exemple de la vague sur le rocher, il va vous sortir une image qui ne sera pas la même. Et il a aujourd'hui, un des problèmes, c'est qu'il a énormément de mal. Vous lui demandez de faire quelque chose et puis vous lui dites « ouais, super, mais je voudrais que le rocher soit un peu plus gros ». Il a beaucoup de mal à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas programmé comme ça, donc il va vous proposer quelque chose avec un rocher plus gros, mais votre image, elle va être différente. Et vous allez pouvoir... Donc vraiment, à chaque fois, c'est une création unique, où vous allez avoir des styles qui vont se ressembler en fonction de ce que vous lui demandez, mais il ne fait pas un copier-coller de petits morceaux, ce n'est pas du puzzle. Moi, j'avais une question. Vu qu'on peut tracer d'où vient son inspiration, pourquoi on ne peut pas rémunérer les points sur lesquels il s'est inspiré, justement? Alors ça, c'est ce que demandent beaucoup, notamment de créateurs. Mais comme on l'a vu, par exemple au Japon, ils ont dit non, tout ce qui a servi à alimenter, c'est pas copyrightable. Donc c'est un moyen de dire, ok, même s'il a pris vos trucs, tant pis pour vous. Il y a un côté totalement injuste, totalement problématique, puisqu'il est capable de faire des images aussi précises que ça, parce que des millions de données, alors si vous tapez dans Google photo de rocher avec une vague, vous allez avoir plein de choses, mais si vous allez dans les options en demandant uniquement les libres de droit, vous allez voir qu'il n'y a pas grand-chose. Il y en a, mais ce n'est pas avec ça qu'il aura réussi à apprendre. Donc ça veut dire qu'il a appris avec tout ce qui était non libre de droit. Sur le texte, évidemment, il a ingurgité Wikipédia, mais bon, ça on peut dire que c'est libre, on va dire, pas tout à fait, mais sur l'apprentissage, il a bouffé des tas de choses qui n'étaient pas libres de droit. Ça, c'est un des vrais problèmes aujourd'hui, mais c'est là on revient, c'est le monde des artistes face à des géants de la tech. On est avec eux, hein, mais allez les gars. Ouais. On a une question de Marie Carpentier qui nous demande, de votre point de vue, quels sont les impacts majeurs et les enjeux des intelligences artificielles? Je ne sais pas quoi dire de plus que ça. Impact majeur, il y en a plein. Impact majeur, ça va changer, en résumé, ça va changer la façon dont on travaille. Quand vous commencez, aujourd'hui, je dis ChatGPT, mais ça pourrait être un autre, c'est $40 par mois. Bon, c'est hors de prix pour un étudiant, mais quand vous bossez, franchement, c'est un outil, on s'en sert au quotidien maintenant. Donc impact dans le boulot, mais impact au niveau environnemental, c'est une cata. Ouais. Et elle nous demande par rapport au secteur de la banque. Si vous avez des idées de réponse. Alors, on a vu quelques exemples là sur tout ce qui est relation client. On a par exemple une société qu'on accompagne qui s'appelle Locuta, qui a fait un chatbot. Donc un chatbot, vous lui posez des questions et il vous répond, mais eux, ils l'ont fait en vocal. C'est-à-dire que vous téléphonez, vous avez quelqu'un qui vous répond, c'est une intelligence artificielle, mais vous ne le savez pas. Alors après, le client décide de dire
bonjour, je suis une intelligence artificielle qui va essayer au maximum de vous comprendre ou qui ne le dit pas. Mais c'est juste impressionnant. En gros, sur du centre d'appel, il répond à 50% des questions. Il a été testé, on travaille pas mal avec le monde du tourisme. Quand vous avez les campings, les gros campings, au moment des week-ends d'arrivée, en général, une grosse partie de l'équipe travaille le samedi, même si ce n'est pas leur boulot, pour répondre au téléphone, pour à 50% répondre à la question « Est-ce qu'il va faire beau cette semaine ? Est-ce qu'il y a une épicerie chez vous ? Est-ce que vous louez des bouées ou des trucs comme ça ?» Donc, aucune valeur ajoutée pour le camping. Bon, ben là-dessus, vous mettez une base de connaissances à l'IA, les gens vont appeler, ça va répondre. Donc voilà, tout ce qui est relation client, c'est nickel. Et ça n'empêche pas que s'il ne sait pas faire, il passe la main. Il dit, là, c'est au-dessus de mes compétences, je vais vous passer quelqu'un qui va pouvoir vous répondre. Et là, c'est un humain qui répond. Donc, sur de la banque, oui, il y a beaucoup de gestion de relations clients. Il y a tout ce qui est études de prêt, des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça fait des... Enfin, vous lui posez la question, fais-moi un business plan de ça, calcule mes impôts, fais-moi un calcul de prêt. Franchement, Pardon, pour lui répondre, en fait, je laisserai ma présentation. Il y a une slide où je n'ai pas envie d'en parler. C'est tous les métiers de la banque et de tout ce qui peut être automatisé par une IA. Donc la qualité est très mauvaise de la diapo, mais il y a tout dessus. Et moi, j'avais une autre question, c'était au sujet des réglementations. Est-ce qu'à l'heure actuelle, dans tout ce qui est les gouvernements, les États, ils mettent en place des restrictions ou des lois pour limiter l'utilisation ou le développement des intelligences artificielles ? Alors oui, au niveau européen, il y a une sorte d'IA Act qui est en train de se positionner. Mais comme à chaque fois quand on est dans le numérique, c'est compliqué parce que ça se traite à une double échelle. C'est des propriétés d'acteurs mondiaux de la tech. Donc il y a ce premier volet. Et après, ça dépend territorialement. Alors on a vu qu'on pouvait y arriver puisque l'Europe a mis en place des systèmes de défense au niveau des réseaux sociaux pour pas que ça soit la jungle, avec des amendes extrêmement importantes si jamais il n'y a pas d'adaptation de la part d'un, mettons, Twitter. Après, on regarde un peu ce qui se passe, mais c'est pas ça qui a empêché que ça soit encore une grosse jungle, Twitter. Or, pourtant, les textes sont passés. Donc, sur de l'IA où c'est encore plus compliqué, voilà. Mais ça peut être aussi une solution. On pourrait très bien envisager que les IA contrôlent le contenu de ce qui se passe sur du Twitter et que tout ce qui est haineux, non légal, etc., soit modéré en partie automatiquement, quitte à avoir l'avis de quelqu'un. Aujourd'hui, la modération sur Twitter, c'est quelque chose de risible. Musk a viré quasiment toute son équipe. Voilà. Donc, mais après, est-ce que c'est un bien ou est-ce qu'on va rentrer sur une espèce de contrôle, de surveillance généralisée ? C'est des sujets pas simples. J'ai juste une dernière question. On a des étudiants de plusieurs profils. Je pose aussi la question en tant que père de famille, d'enfant. La place de l'IA dans les formations, est-ce que ça va devenir une spécificité obligatoire ? Est-ce que ça va devenir une formation spécifique ? Comment ils vont, eux, en tout cas, sur ces générations-là, pouvoir l'intégrer et la place que ça va prendre, en tout cas ? Alors, il y a deux écoles. Il y a à peu près un an, sur la fac, il y a eu un gros débat. Et par exemple, vous aviez Sciences Po qui avait annoncé utilisation de l'IA interdite. Si on voit que vous avez fait un devoir avec l'IA, 0 exclu. Voilà. Et puis, il y a d'autres qui vont dire, aujourd'hui, ne pas former des étudiants à l'IA, c'est juste une erreur pédagogique monumentale. Moi, je suis assez dans ce camp-là. C'est-à-dire que
demain, vous allez utiliser l'IA dans votre boulot. Et si vous arrivez dans un boulot et que vous n'avez pas utilisé, ça va poser quand même un gros problème. La question, c'est pas une question j'interdis ou j'interdis pas. C'est quand vous êtes enseignant, comment vous modifiez ce que vous demandez aux étudiants. Vous n'allez plus demander fais-moi un résumé de 10 pages de bouquin, alors que l'IA va vous le faire mieux que vous ou l'étudiant. C'est simplement adapter comment on fait pour tout l'enseignement. Voilà, comment on va travailler sur les questions qui sont posées, le type de demandes qui sont faites, comprendre comment ça marche. Donc c'est quand même une grosse révolution côté enseignement. Mais aujourd'hui, si on vous dit, si vous êtes dans une école où on vous dit strictement interdit, ça craint. J'espère que ce n'est pas votre cas. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Il n'y a plus de questions? Bon. Ah, une dernière. Ok, merci. Par rapport à votre dernière réponse, est-ce que l'IA, justement, ne va pas conduire à une sorte de paresse, un manque d'engouement pour la recherche et tout ça? Alors, comme je l'ai dit, l'IA, elle vous fait de la synthèse, très bien, mais elle ne crée rien. C'est ça qui est compliqué, c'est que quand vous voyez ce qu'elle vous sort en texte, en image, vous avez l'impression que c'est de la création. Mais ce n'est pas ça qui va vous apporter de la nouveauté. Elle ne va pas inventer, au sens d'apporter quelque chose de nouveau. Donc quand vous êtes chercheur, vous n'êtes pas sur réécrire ce qui a déjà été fait, vous êtes sur de la création de choses qui justement n'existent pas. Donc je pense que ça va changer la frontière entre vraiment ce qui est nouveau et ce qui ne l'est pas. On a eu, si vous regardez sur la création, l'édition par exemple, les éditeurs aujourd'hui ont interdit les ouvrages, les manuscrits qui leur sont envoyés écrits par des IA, parce qu'ils se sont retrouvés noyés, notamment dans les ouvrages de science-fiction, mais tout raconter des trucs qui ont déjà plus ou moins été écrits. Ça va écrire des trucs très sympas, mais alors des histoires simples qui vont être recomposées à partir de morceaux. On peut se dire que Star Wars, c'est un mix entre du western, du film de samouraï, mais il y a quand même quelque chose d'un peu génial derrière, amené par le créateur. Donc là, ça va, on va avoir un passage où on va être noyé de trucs assez uniformes, et puis après, on va se rendre compte que ça va laisser une meilleure place à des gens qui créent, que ce soit des artistes, des chercheurs, des auteurs, mais il va y avoir une première partie où effectivement un prof va se retrouver avec 17 devoirs écrits par une IA qui vont tous se reconnaître, se ressembler. Bon, et puis après, quand vous avez un morceau de truc écrit par une IA, vous faites un copier-coller à ChatGPT, vous lui demandez est-ce que cette partie a été écrite, il sait très bien vous dire oui, c'est moi qui l'ai écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, mais vu la structure, c'est fortement probable que ça soit une IA qui l'ait écrit. Donc bon, voilà, c'est toujours la course du chat et de la souris sur la tech entre les logiciels de est-ce que c'est du plagiat, etc. Mais ça va faire plus la part belle à des gens qui sont vraiment, qui créent de la nouveauté. Enfin, je pense, j'espère. Merci beaucoup. Bon, merci à vous. Vous avez mon mail, vous me trouvez sur LinkedIn. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.